Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 7 janvier. À la une ce soir, John Mahama revient au Jubilee House au Ghana, vainqueur de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. Ce mardi, il a pris le règne du pouvoir au cours d'une cérémonie d'investiture et aussi de la présence des différents chefs d'État, comme celui de la République démocratique du Congo. L'heure du bâton a sonné dans le traitement du banditisme urbain. Le ministre d'État, le ministre de la Justice est formel, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La peine de mort comprise. Au cours du briefing avec le ministre de la Communication et des Médias, le Léviathan a montré sa nature. En dehors de nos frontières, une figure emblématique de l'extrême droite française s'est éteinte ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Jean-Marie Le Pen, cofondateur du Front National devenu Rassemblement National, par la suite a créé la sensation en 2002 en affrontant Jacques Chirac au deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont assisté ce mardi à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, à Accra. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo s'est rendu à la place de l'indépendance où la passation du pouvoir a eu lieu dans une grande effervescence. Giscard Koussema et Roger Di. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer en chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, le Congrès démocratique national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear, that I will be faithful and true, so help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. L'accès aux sites miniers par les étrangers, le gouvernement veut durcir le contrôle. Une commission sera mise en place dans les tout prochains jours afin d'éradiquer la contrebande sur ce site. Une réunion a mis autour d'une même table le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, celui de la Défense nationale, le ministre des Mines et les délégués du ministre des Hydrocarbures pour examiner la question. Boubouana Mkonti. Plus un seul clandestin dans les sites miniers, étranger soit-il, la non-observance de cette disposition entraîne des sanctions extrêmement lourdes
Et c'est, conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024, relatif à la présence des étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines, autour des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani Lukuo, ont examiné cette épineuse question sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme sur les sites miniers. À l'issue de cette réunion, le ministre des Mines a été chargé de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin de mettre un terme à la contrebande minière. Cette commission indépendante ne sera pas en concurrence avec la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'inspection générale des mines, mais plutôt un levier de plus dans la lutte contre la fraude minière. La baisse de prix de biens de grande consommation est réelle sur le marché, surtout les prix de produits ciblés par le gouvernement. C'est le constat de notre consoeur Chimène Dondo après avoir effectué une ronde dans quelques chambres froides et marchés de Kinshasa. Regardez. Dans plusieurs marchés et chambres froides de la ville de Kinshasa, le prix de plusieurs denrées de première nécessité a connu une baisse. Il est passé de 290 à 200 000 francs congolais. C'est le cas de poisson chinchard, communément appelé mpiodi, comme l'affirme ces gérants d'une chambre froide à Kimbanseke. 20 plus, il y a une semaine. 20 plus, c'était à 78 $ et maintenant on achète à 68 $. 18 plus, il y a une semaine, c'était à 68 $ et maintenant c'est revu à la baisse à 58 $. Ceci dit, nous à la vente, on a réduit les prix de 30 000 francs congolais. L'évaluation s'est faite auprès de détaillants. On achetait les poissons à 80 000 francs quand le prix avait augmenté. Mais aujourd'hui, nous achetons à 58 000 francs congolais. Le souhait est que ces prix descendent à nouveau. C'est une réalité. Il y a baisse de prix du poisson. Mais nous voulons que ça baisse encore jusqu'au niveau de prix des ventes il y a plusieurs années passées. L'effort du ministère de l'économie est apprécié. Disons merci au vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Tu es vraiment un enfant du pays. Ce que tu nous as promis, ça s'est réalisé. Fabrice, ses gérants souhaitent qu'il en soit ainsi pour le prix de transport. Les prix du poisson chinchard a baissé réellement. Mais nous voulons par contre que ça se répercute également dans les prix des transports. Ceci est la conséquence logique de la politique nationale contre la vie chère. 4e législature, une année déjà, l'heure est à l'évaluation par les élus. L'honorable Trésor Moutiki, élu de Mwenga, a au cours d'un café de presse procédé à la restitution des actions posées au profit de son fief électoral et de sa province de Sud Kivu. Cédric Kenina. Il s'agit ici d'un exercice de redevabilité après une année d'exercice parlementaire. Des ponts jetés sur des rivières, la nationale numéro 2 remblayée, des écoles réhabilitées et construites, des actions de solidarité et un suivi des projets au profit du territoire de Mwenga en particulier et du Sud Kivu en général. Le député national Trésor Moutiki, élu de Mwenga, a été prolifique dans tout ce qu'il a entrepris. De quoi faire part aux professionnels des médias au cours de ces cafés de presse. Nous venons de passer 12 mois à l'Assemblée nationale. C'est cette population qui nous avait élus pour venir les défendre ici. Je devais faire les rapports de tout ce que nous avons eu à faire, nos initiatives et tout ce qui s'était passé à Kinshasa. Ce qui nous a marqué, ce sont les initiatives ayant trait au caractère social. Donc on peut parler des infrastructures, on peut parler la destruction de l'environnement à travers l'exploitation des sites de minerais. Je crois que ce sont des initiatives parmi les autres que moi personnellement je peux dire que ça a marqué parce qu'au moins ça atteint directement les sociales de la population. Présents à cette activité, certains autres élus du peuple, à l'image de l'élu de Lukunga, John Efambe. Une année après, l'élu de Mwenga s'engage donc à s'investir davantage dans les questions de développement, ce qui lui a valu d'ailleurs ses diplômes de mérite.
Rendons-nous au Nord Kivu, précisément dans le camp de Mushanga. Ici, les conditions de vie sont insupportables. Manque d'eau potable, manque de nourriture, bref, un tableau peu reluisant. Le pasteur Moïse Ushindi lance un cri de détresse pour une assistance humanitaire et espère fermement que les FARDC terminent cette guerre pour un retour à la vie normale. Robert Ndaïtcc et Turbo Chimanga nous envoient spéciaux. Mushanga tente de déplacer à pratiquement 6 km de la ville de Goma. Ici, près de 40 000 déplacés ont trouvé refuge dans ces camps fuyant les atrocités de M23. Ils vivent dans des abris de fortune construits par eux-mêmes. Vous voyez comment les déplacés souffrent. Nous souffrons parce que les maisons aussi que nous faisons dodo, ce n'est pas une maison dont on peut te mettre et exister. Dans ces camps de déplacés de Mushanga, la vie s'écoule lentement, rythmée par des défis quotidiens. Et les jours passent, marqués par l'absence de nourriture suffisante. Les rations distribuées sont souvent insuffisantes pour nourrir les familles. Dans ces camps, chaque grain de riz est un trésor, chaque morceau de pain un luxe. Nous avons rencontré le pasteur Ushindi Mayemo Moïse de la 37e KDC Le Chagala. Il nous raconte les difficultés dans ces camps et lance un cri de détresse au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la guerre. Malgré les conditions difficiles, Moïse garde espoir. Le président de la République, vraiment nous vous demandons que vous puissiez nous aider. Comment vous allez terminer la guerre? Parce que nous sommes comme des prisonniers dans notre pays. Nous manquons comment faire. Nous les supplions de voir comment il peut terminer la guerre, de voir comment il peut avoir pitié de leur population qui souffre. Chimène Biamungu, âgée de 65 ans, affirme que lorsque le M23 ont attaqué leur village, elle n'avait qu'un seul choix, malgré son âge, que de se sauver, laissant tout derrière. À Mushanga, malgré ces difficultés, l'esprit des communautés est fort. La 37e KDC organise des journées de sensibilisation pour permettre à ces déplacés d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à la dure réalité qui les entoure. La peine de mort, le gouvernement par le truchement du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux envisage de l'étendre aux détourneurs des deniers publics pour lutter efficacement contre le vol dans l'assiette de l'État. Constant Moutamba d'ajouter que la peine de mort ne sera pas levée ni encore supprimée concernant les Koulouna. C'est ce qu'on peut retenir du briefing presse co-animé hier avec son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Jacques Aboba. Il a été l'invité du rendez-vous des redevabilités appelé Briefing Presse, organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Thème retenu, lutte contre le banditisme urbain. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a affirmé qu'il y a une diminution notable des cas de banditisme urbain à Kinshasa. Il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État et de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Lors de ses face-à-face avec la presse, Constant Moutamba a expliqué que le dispositif de lutte contre le banditisme urbain repose sur une opération en deux phases. L'opération Ndobo, pilotée par le ministère de l'Intérieur, vise à arrêter les individus impliqués dans des activités criminelles et à les transférer à la justice. Et l'opération Zéro Koulouna, conduite par le ministère de la Justice. Ces derniers, le ministère de la Justice bien sûr, organisent en temps réel des procès rapides pour juger les suspects dans le respect des procédures légales. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre ce phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières ont perdu des membres de famille. Le dernier drame est celui de la journaliste Jemima, qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé.
Et donc c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Respecter les lois du pays, c'est appliquer les sanctions prévues par les codes pénal et militaires, a dit Maître Constant Moutamba. La peine de mort figure dans la législation nationale et qu'un moratoire sur son exécution instauré en 2000 avait été levé en 2024 pour faire respecter l'autorité de l'État. Tous les suspects jugés, certains Koulouna ont été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves. D'autres, par contre, ont écopé des peines allant de 2 à 20 ans de réclusion selon leur niveau d'implication. L'exercice de redevabilité, il faut les noter, fait école. Cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignements. Briefing Press permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. La station provinciale de la RTNC Kasaï a reçu un hôte de marque, Patrick Mouyaya Katemboué, le ministre de tutelle. Après avoir visité les installations de la chaîne officielle à Chikapa, les agents et cadres lui ont remis un mémorandum reprenant leur desiderata. Isidore Nkaya. La station provinciale de la RTNC Kasaï a été visitée par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Les porte-paroles du gouvernement découvrent une station qui manque de tout, sans studio TV ni radio, quelques bureaux en construction. Au sortir de sa visite, il a qualifié le directeur provincial Katimoulou Makamba d'un héros qui arrive à travailler dans ces conditions difficiles. Un mémo lui a été lu par Franklin Claire Kalombo, chef de service à la RTNC Kasaï. Excellence, Monsieur le ministre, nous saisissons de cette occasion de votre visite pour solliciter l'engagement des collaborateurs si haut évoqué, une dotation en matériel de production, de fourniture de bureaux, moyens de transport, locaux viables afin de faire face à la concurrence avec les autres médias utilisant déjà la nouvelle technologie, le NTIC. Le porte-parole du gouvernement a promis de faire un lobbying auprès de Madame la DG, Sylvie Elengue, pour que la RTNC Kasaï change de narratif et devienne le vecteur de la vraie information dans les Congo profonds. Nous profitons de cette itinérance du président de la République pour que nous aussi à notre tour nous puissions regarder ce qui se passe autour, en tout cas pour ce qui concerne les entreprises sous notre tutelle. Nous allons nous assurer, comptez sur nous, le message a été entendu. Nous allons nous assurer que nous changeons le narratif de la RTNC Chikapa. Le passage du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, laisse une lueur d'espoir aux agents et cadres de la RTNC Kasaï qui comptent sur son implication personnelle pour voir leur cadre de travail changer. Le DIRCABA du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso, a procédé le samedi 4 janvier 2025 à l'inauguration du pont pété dans le secteur de Wombo à Songololo, suivi d'un meeting à Kimpese. Angèle Mélandou. La population s'est mobilisée à l'entrée de l'IME Kimpese pour accueillir le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, l'élu de Songololo, porte-parole de Bénin Congo, André Ouamesso Kwaloloki. La journée du 4 janvier commémorative des martyrs de l'indépendance, une journée historique pour le peuple Bénin-Congo marquée par l'inauguration du pont pété à 30 km de Kimpese dans le secteur de Wombo. André Ouamesso s'est impliqué personnellement pour la construction en matériaux durables de ce pont en vue de faciliter la circulation de la population et l'évacuation des produits de première nécessité, le secteur de Wombo étant un véritable grenier agricole. Un ouf de soulagement donc pour la population de cette partie du territoire de Songololo. Vers la fondation Ouamesso André qui a accepté et qui a choisi d'accompagner le président de la République, le gouvernement dans les actions de développement. S'en est suivi un meeting à la place de la cité où la foule l'attendait patiemment. Dans son allocution, André Ouamesso a insisté sur l'unité et le respect entre le peuple Bénin-Congo, caractérisé par le thème Makuku Motato, qui prône l'unité dans les 3 districts, à savoir Lukaya, Cataract et Bas-Fleuve. À cette occasion, il a sollicité l'implication de la population en ce qui concerne la révision de la Constitution initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise entre autres l'efficacité de l'indépendance économique pour le développement de la RDC. On ne peut pas nous diviser, nous devons demeurer dans l'unité pour conserver notre pouvoir. Je me battrai pour l'unité du Congo central.
Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et finances a terminé sa communication en faisant savoir à la population que le chef de l'État ne ménage aucun effort pour booster le développement du pays à partir de la base. Les enfants orphelins du camp des déplacés du Nord Kivu ont repris espoir. La présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à l'occasion de la Journée internationale des enfants orphelins a porté un discours fort, une proximité de la ministre avec les enfants qui les épanouit. Un commentaire de Edith Chala. Ils partagent un passé commun, celui des atrocités vécues et des parents qui n'ont pas survécu à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Ces orphelins venus des différents camps des déplacés ont, après recensement, reçu de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, vivres, vêtements et autres. Dans son adresse à l'occasion du 6 janvier, Journée internationale des orphelins, la ministre interpelle la communauté internationale pour qu'elle appuie les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le retour définitif de la paix. Ces enfants dont les conditions sociales et humanitaires dépendent de notre solidarité. Cette journée reste longtemps méconnue dans le pays, plus particulièrement dans les Nord Kivu. Sud Kivu devra désormais être célébré à l'effet de sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation des enfants meurtris de la guerre. Bien avant, la ministre Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas avec les orphelins de guerre du camp des déplacés de Focus Congo. Pour assurer les activités ludiques des enfants orphelins, différentes sortes de jeux ont été distribués à la grande satisfaction des bénéficiaires. Revenons à Kinshasa, lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo. Un plan d'action 2025 se prépare pour intensifier les efforts d'éradication de cette maladie d'ici 2030. C'est dans cette logique que tous les acteurs se sont retrouvés à l'hôtel Béatrice Rodépanda. Mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par l'OMS. Et tous les pays concernés, y compris le RDC, y travaillent activement avec le concours de tous pour l'accomplissement. Pour ce faire, caucus de députés engagés dans la lutte contre la tuberculose, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose PNLT, pense qu'il faut un plan d'action 2025. La détermination est donc affichée pour 2025. Il faut faire mieux que toutes les années antérieures. Voilà toute la raison de l'atelier organisé à Béatrice Hôtel pour l'élaboration justement de ces documents de référence des activités à entreprendre. À l'ouverture des travaux, le président du caucus Stop TB, l'honorable Léon Mondolé, a demandé aux participants, députés et membres de la société civile d'intensifier les efforts pour éradiquer en RDC cette pandémie mondiale de la tuberculose dans l'échéance de 2030. L'honorable Charles Mouhadila, membre du caucus Stop TB, et Maxime Lunga, coordonnateur de Stop TB RDC, ont tour à tour fait la restitution du sommet africain tenu du 10 au 12 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria, sur le financement de la lutte contre la tuberculose. Plusieurs stratégies de financement ont été prises, ont-ils souligné. Après ces exposés, l'essentiel du temps était consacré à l'élaboration de ce plan d'action 2025. Précision du président du caucus, Léon Mondolé. Pour discuter de notre plan d'action 2025, nous allons organiser des sensibilisations au niveau des provinces, au niveau territorial. Les uns et les autres prennent conscience. Notez, une autre réunion du genre est prévue dans le tout prochain jour. Pendant que les acteurs de la lutte contre la tuberculose se sont retrouvés hier, et puis deux unités mobiles de dépistage de la tuberculose endommagées, pas de pertes en vies humaines. C'est le bilan de l'incendie déclaré hier aux installations du programme national de lutte contre la tuberculose à Lingwala. Heureusement, le bâtiment n'a pas été touché au Dilon Kayuma. Situé en face de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala, le programme national de lutte contre la tuberculose a vécu un cauchemar ce lundi 6 janvier 2025 en début de soirée. Deux unités mobiles de dépistage rapide de la tuberculose ont pris feu grâce à l'intervention rapide des pompiers de la ville de Kinshasa, le Brasier.
a été maîtrisé. Les cabines de conducteurs de ces deux laboratoires mobiles, c'est-à-dire les moteurs, sont intactes et pas de pertes en vie humaine. Pour en savoir davantage la cause de cet incendie dans cette structure médicale étatique, le personnel trouvé sur place a refusé de répondre au micro de la RTNC. Par cet incendie, l'État congolais vient de perdre 2 grandes unités capables de dépister dans un temps record la tuberculose et les maladies connexes, notamment dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo, où sont très attendus ces équipements médicaux achetés à prix d'or par les trésors publics congolais. Fumu Toto, l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la Nation, approuve l'idée de la révision constitutionnelle. Cédric Enina. Loin de la fonction émotive, faisant usage de la raison et son sens élevé du patriotisme, Fumu Toto Basanga argumente dans les débats sur la Constitution, s'appuyant sur des éléments constitutifs d'une république basée sur le pouvoir du peuple, la naissance et le décès d'une république. Ces communicateurs de l'Union sacrée, autour d'un thème bien choisi, la résurrection de la République au Congo, une obligation d'État pour Félix Antoine Tshisekedi, propose une nouvelle constitution. Est-ce que cette question pour l'aborder au Congo est un péché? Le président de la République a dit qu'il va prendre ce pouvoir qui est le sien, d'initier, d'instituer une commission constitutionnelle avec toutes les conséquences possibles après les travaux des experts des différents domaines d'études ou d'expertise en sciences politiques, en droit, en sociologie, anthropologie. Nous voulons montrer avec l'histoire et les sciences po la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. La logique républicaine qui veut que l'on consulte le souverain primaire reste la voie royale pour départager des points de vue diamétralement opposés. Nous vous l'avions dit, en dehors de nos frontières, une figure emblématique de l'extrême droite française s'est éteinte ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Jean-Marie Le Pen, le cofondateur du Front National devenu, après Rassemblement National, a créé la sensation en 2002 en affrontant Jacques Chirac au 2e tour de l'élection présidentielle. Le papa de Marine Le Pen avait assuré une longévité certaine de l'extrême droite ces 50 dernières années. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. John Mahama revient au Jubilee House au Ghana, vainqueur de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. Ce mardi, il a pris le règne du pouvoir au cours d'une cérémonie d'investiture et rehaussé de la présence de différents chefs d'État, comme celui de la République démocratique du Congo,